viens de prononcer à l'instant le T de triangle, et donc on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que, bon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nous dit Platon, hein. Son école, oui. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir cet esprit de géométrie pour faire de la philosophie? Parce que finalement, on voit pas ça tellement chez Rousseau, par exemple. Cet esprit extrêmement mathématicien. Un peu dans le contrat social, oui. Un petit peu, oui, raisonnement. Mais enfin, c'est pas le plus fréquent dans son écriture, loin de là. C'est moins prononcé que chez Platon, par exemple, où là c'est une exigence. Descartes, voilà, où j'ai Descartes, enfin, c'est une exigence, il faut avoir cet esprit de géométrie. Donc le triangle et la place de ce triangle, mais d'un point de vue géométrique, dans la philosophie. Je ne sais pas si je comprends ta question, le triangle géométrique, qu'est-ce qu'il y a? Oui, enfin, qui est une figure géométrique, peut-être la figure géométrique avec le cercle, enfin je ne sais pas, peut-être comment tu peux aussi nous dire des choses. Il y a le triangle inscrit dans le cercle aussi. Hein. Le triangle inscrit dans le cercle, pourquoi pas, quoi. Bon. Mais bon, l'esprit de géométrie par cette figure Non, c'est des questions sérieuses, ça. Du triangle. J'ai fait allusion tout à l'heure, en parlant des mots, au fait que la mathématique s'est libérée de la polysémie du langage courant. Le jour se lève, de quoi je parle là? Je suis en poésie, en astronomie, bon, la mathématique fuit ce discours-là et va prendre des termes parfaitement définis, mais du coup on n'est plus dans le langage de tous les jours avec sa richesse métaphorique et des finalités que plus ou moins consciemment elle véhicule. Qu'est-ce que je suis en train de dire dans le droit fil de la réponse à ta question? Je suis en train de dire qu'il y a une scission dans la culture à partir de Clélie jusqu'à aujourd'hui. On peut être rigoureux, objectif, en déplaise aux sceptiques, ceux qui disent, ou à ceux qui croient qu'il y a un monde d'opinion. Non, il y a un universel. Si Pierre est le frère de Paul, alors Paul est le frère de Pierre. Voilà, c'est logique. Si A égale B, B égale A. Qu'est-ce que je te dis? Ça c'est valable pour tout le monde, c'est universel. Là, on est dans la géométrie. Alors, tu me demandes comment faire ça en philosophie, alors que la philosophie ajoute, je réponds tout de suite, oui, hein, il faut être géométrique en philosophie, mais surtout pas s'en contenter. C'est nécessaire et pas suffisant. Je dis une autre référence, mathématique justement. C'est nécessaire pour rompre avec l'opinion, avec le foisonnement des singularités de l'opinion dans lesquelles le capitaine d'aujourd'hui essaye de nous enfermer. N'oublions pas que c'est pas seulement l'homme qui a été attaqué sous Deleuze et Foucault, etc. C'est l'universel. C'est une des notions les plus discréditées. Tu dis que tu es pour l'universel, on va dire que tu es ethnocentriste, que l'universel c'est une notion d'occidental, etc. Alors que tu parles avec des Africains, ils ont envie que leurs enfants soient élevés en bonne santé, qu'ils soient bien scolarisés. Et eux aussi, les Africains, tu leur dis, si Kwaku est le fils d'Akissi, c'est qu'Akissi est la mère de Kwaku. C'est universel, ça, qu'on le veuille ou non. Donc, pour défendre l'universel dans cette période où c'est la notion peut-être la plus vilipendée, on est chacun enfermé dans sa culture, dans sa religion, dans son ethnie, dans son identité. Et je reviens aux unilatéralités crispées de tout à l'heure qui font la guerre. Il était nécessaire de faire ce détour. Et c'est pour ça que Platon met, et là j'ai très bien avoir cité Platon, pour montrer que c'est nécessaire et pas suffisant, que n'entre ici s'il n'est géomètre. Mais ça veut dire quoi que ce soit à l'entrée? Ça veut dire qu'on ne va pas faire des mathématiques à l'intérieur. Ça veut dire que c'est une excellente propédeutique pour s'être exercé avant de faire de la philosophie, à contempler des réalités intelligibles d'abord. Pour Platon, c'est pas rien. Hein, parce que la vie courante, vous voyez bien la table, vous ne voyez jamais l'idée de table. Hein. Fais ça avec des élèves. Qu'est-ce qu'une table? Allez, vous croyez que la philosophie, c'est parler de Dieu, de l'âme, de l'éternité, on va faire des choses, on va être des gens intéressants. Et... Non, moi je suis beaucoup plus prosaïque. Qu'est-ce qu'une table? Alors ils vont dire une table c'est un truc qui est carré, qui a 4 pieds, qui est en bois. Je n'ai jamais vu une table ronde. Ah oui, merde, les tables rondes, oui. Avec un seul pied, les tables de bistrot, oui. Les tables en or chez un ministre, pourquoi pas, en verre, en papier, table de multiplication. Et à la fin, merde, c'est pas la matière, c'est pas la forme, il n'y a plus de table. C'est emmerdant les philosophies. On comprend que Socrate, il fallait le mettre à mort, parce que si ça commence comme ça avec la table, ça va être pour les notions qui nous intéressent. Donc c'est bien de s'élever à l'universel à partir de cette table-là, qui à elle seule n'incarne pas, n'est-ce pas, l'immense potentiel du concept de table. Donc il fallait passer par la géométrie. Et ne pas confondre les cercles avec des ronds, par exemple. Je fais des ronds dans l'eau, mais il a fallu attendre la mathématique pour que la notion de cercle apparaisse. Qui n'existe nulle part, empiriquement. Nulle part, tu vas voir un cercle parfait. Quand tu passes le compas, quand tu grossis au microscope, en parlant pas de microscope électronique, tu auras beau avoir le compas le plus fait au laser, il sera toujours infiniment trop grand par rapport à la définition géométrique du cercle. Un point, une ligne, c'est ce qui n'a ni d'épaisseur ni de dimension, bon, quand même.
Bref, c'est extraordinaire cette liberté de l'homme qui décrète. J'appelle cercle comme Dieu. Je fais apparaître une réalité qui n'existait pas avant moi. J'appelle. Le maître du logos, hein, j'appelle. Donc il fallait passer par là. Maintenant, si on y reste, on obtient un discours qui nous permet, comme dirait Descartes, de rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Puisqu'en connaissant les lois qui régissent la nature grâce aux mathématiques, on peut donc agir sur elles. C'est possible à notre profit. Quand j'ai des notes, là, j'ai le sens le plus universel possible. Mais je suis démuni lorsqu'il s'agit des hommes. Et c'est pour ça que les sciences humaines se trouvent dans cette misère d'aujourd'hui, dans ce chaos, je veux dire. Il y a un corpus des sciences de la nature. Les sciences humaines, est-ce qu'elles méritent, elles devraient toujours mériter leurs guillemets, sont-ce des sciences? D'ailleurs, la discussion maintenant avec les sciences humaines, on dit sciences sociales pour essayer d'évacuer la difficulté, mais ça revient toujours au même. Et bien précisément parce que toi on l'aborde sur un mode positiviste en croyant que la géométrie des mathématiques, hein, je généralise, vont suffire à expliquer la complexité humaine, et là on se plante complètement. Soit on en fait abstraction, il y a des doctrines irrationalistes, à la Nietzsche par exemple, je sais pas, sur le monde moral et humain. Pour renvoyer les deux dos à dos, il faut prendre en compte l'universalité objective et extérieure apportée par le discours mathématique et dont s'est inspiré le philosophe Platon qui succède immédiatement à Euclide, s'est levé au concept à partir des exemples à l'essence, hein, pour aller très vite. Mais parallèlement, il faut modéliser un autre universel, que l'universel géométrique précisément, mathématique, pour les relations entre hommes. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que, comme Marx dit que nous sommes déterminés par des facteurs économiques, etc. Mais vous voyez, le roman Marxisme n'a rien à voir avec la liberté, au contraire, c'est l'implacable détermination. Ah non, il y a Maldon, et qui remonte à Rousseau, c'est pour ça que j'en parle. Qu'est-ce qu'il veut dire Marx? Qu'on est influencé par l'infrastructure, pour aller très rapidement. Mais ce n'est pas du tout la même détermination que celle qui oblige la Lune à tourner autour de la Terre. Car comme je disais tout à l'heure, la Lune, elle n'a pas le choix. Il n'y a pas de réversibilité de la loi. La Lune ne peut pas se dire je m'ennuie un peu à tourner autour de la Terre, je vais tourner autour de Vénus, ça me changera les idées. Non, elle n'a pas le choix. La Terre étant plus grosse comme masse, c'est le plus fort, on revient à la force qui l'emporte. Il n'y a pas de réversibilité. De même que je ne peux pas vivre sans manger, au lieu de dire je dois manger pour vivre comme si j'avais le choix. C'est encore me faire illusion. Je ne peux pas, c'est le pouvoir, ici, non pas d'avoir, vivre sans manger. Par contre, je peux griller le feu rouge. Je peux transgresser la loi de la monogamie, avoir une maîtresse ou convoiter la femme de l'autre. Je ne dois pas, mais je peux. La différence dans le domaine humain, c'est que le contraire est possible, ce qui n'était pas le cas dans l'ordre de la nature. Donc, comme Marx met en lumière les déterminations économiques, il nous présente une batterie ou un champ de déterminabilité, pour être précis, qui est beaucoup plus avantageux que le déterminisme naturel contre lequel je ne peux rien. Car, et c'est là que je reviens à Rousseau, comme dit Rousseau dans les Mille de manière éclatante, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable, je continue Rousseau, que ce qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni riche, ni prince, ni grand seigneur. Voilà, donc la géométrie est nécessaire pour nous élever à l'universel, mais très insuffisante pour arriver à l'universel concret, comme dirait Hegel, celui qui gouverne les peuples, où il faut faire appel à la notion de liberté, comme Rousseau a fait appel au contrat comme fondateur de liberté, qui n'a rien à voir avec la géométrie, qui est le règne de la loi.